L'insoutenable légèreté de l'être politique algérien. La stratégie de la pression par la rue paye. Chedli accepte que les élections déjà rapprochées au 27 juin 1991, mais reportées suite au désordre de la grève insurrectionnelle, soient fixées une nouvelle fois avant terme, janvier 1992, puisque la législature en cours ne prend fin qu'en février 1992. Beaucoup de partis et de personnalités sont partie prenante dans les futures législatives. C'est en ces moments de grand désarroi qu'on découvre le mal fait par le système politique à la société algérienne. Il avait détruit l'élite issue d'un siècle de combat pour créer une autre, mue par des considérations qui n'ont rien à voir avec l'intérêt général. Les faux monnayeurs de la révolution cachaient longtemps au FLN post-indépendance les opportunistes, ceux qui ont utilisé l'article 20 comme marchepied pour des réussites fulgurantes tournent kazakh. Abdelhamid Mehri, secrétaire général du FLN, perd son sang-froid, y fait des allusions en direction de l'armée. Des personnalités loin de la pratique religieuse osent des amalgames. Pourquoi avoir peur de l'islam? La classe politique, dans sa quasi-totalité, entérine par sa veulerie et son opportunisme une trahison historique et parfois en redemande. Quelques chefs de parti clairvoyants et courageux ne se laissent pas entraîner par la débandade générale. Cette classe politique accepte d'aller au vote en compétition avec un parti qui annonce ce qu'il n'irait aux urnes qu'une seule fois. Parce que la loi de Dieu est au-dessus du vouloir des hommes. Un parti qui met dans la bouche du peuple les mots qu'il choisit à sa place. Elle accepte comme compétiteur des fanatiques religieux, murés dans le 7e siècle, ennemis de la culture, de la liberté de conscience, de la tolérance et de l'émancipation de la femme, avec une fureur annonciatrice de ténèbres pour le peuple algérien. Elle ne proteste pas quand ils s'érigent comme conscience morale de la nation qu'ils résument dans le mot fort de leur sigle, le salut. Ce monopole moral qui les fait rédempteurs, les conduit à ne reconnaître qu'une seule légitimité, la leur. Cette classe politique, à quelques exceptions près, ne proteste pas quand ils inventent de toutes pièces une dépravation des mœurs et une apostasie généralisée des Algériens, copier-coller à partir d'une certaine réalité moyen-orientale. Elle accepte la mise au pilon des grands principes de la déclaration du 1er novembre 1954, des chartes nationales, des programmes du CNRA et des différentes constitutions du pays. Alors que les Algériens ont désespérément besoin d'ancrer l'espoir à un môle granitique de grands noms de la guerre de libération nationale que la considération des militants indépendantistes place sur le podium de l'histoire, commettent l'impensable. Ils se font les supplétifs du Fils. Ils démontrent ainsi que leur opposition au système n'est pas inspirée par l'intérêt de l'Algérie, mais par un ego démesuré et par l'ambition. Le manège tourne et accélère. Les profils burinés par 3 décennies de faux semblants s'effilochent et s'altèrent sous l'estampe ravageuse de la peur ou de l'opportunisme, insoutenable légèreté de l'être politique algérien en ces temps-là. Panique à la présidence. Je dis un peu plus haut que j'ai à titre préventif rapproché d'Alger des unités. Le 2 juin, je reçois une communication du général Arbi Belkhir, chef de cabinet du président. Le président est inquiet. On lui signale des mouvements de troupes qui lui paraissent inhabituels. Il veut venir à l'état-major. Je réponds, ces mouvements sont dictés par un seul souci, faire face à la situation sécuritaire au cas où elle dégénère davantage, et rien d'autre. Quelques instants plus tard, l'Arbi Belkhir rappelle, il insiste pour rencontrer les responsables. Très bien, tout le monde sera présent pour l'accueillir le temps de rejoindre le lieu de la réunion. La rencontre aura lieu au siège du ministère. Espérant qu'il annoncera quelque chose de nature à rassurer le pays. Des mouvements de troupes. Je suis perplexe, je me demande encore comment le président peut ignorer ce qui se passe dehors. Il ne comprend pas que le ministre de la Défense est dans son rôle d'anticiper les événements afin d'être prêt pour faire face au pire. La communication de Belkhir montre que chacun de mes gestes, chacune de mes paroles, chacune de mes décisions sont rapportées à Benjdid et au petit clan qui l'entoure. C'est le général Khalifa Rahim, proche du cercle présidentiel, qui donne l'information relative au mouvement de troupes, information agrémentée de commentaires alarmistes. Khalifa Rahim propose-t-il peut-être de contrer toute tentative de coup de force? Déjà en 1988, au plus fort de la crise d'octobre,
les déplacements d'unités dictés par la conjoncture sont interprétés par le chef de la première région militaire, l'inénarrable général Ataïlia, comme les préliminaires d'un putsch. Il se contorsionne tant et si bien que le directeur de cabinet du président me demande de me rendre à Blida, siège de la première région, pour mettre fin à la panique. L'histoire bégaye et recommence. Les risques menaçant l'État républicain et la démocratie sont réels. Ce n'est pas une invention de militaires en mal de prétexte pour perpétrer un coup d'État. Dans un rapport datant de décembre 1990, le haut commandement de l'armée expose clairement ses appréhensions. Si on devait résumer ce texte en quelques mots, on écrirait « La liberté sans l'autorité ouvre sur le chaos ». Au moment où le niveau de résistance morale d'une certaine catégorie de la population baisse, au moment où la clé de voûte de l'édifice institutionnel, la présidence de la République, se fragilise, l'ANP doit-elle rester paralysée ou bien mobilisée et réactive? En réalité, il n'y a pas de divergence d'analyse entre l'autorité présidentielle et le haut commandement de l'armée. Le président Benjedid est parfaitement conscient des dangers que le fils représente pour l'unité nationale et pour les intérêts majeurs de l'Algérie. Mais il est ballotté entre des sentiments et des avis contradictoires. Il est aussi prisonnier de l'option de l'ouverture qu'il a choisie. Chaque décision qu'il envisage pour ramener les intégristes à la raison lui paraît, à la réflexion, porteuse de danger pour sa personne. Il n'est pas un trancheur de nœuds gordiens, mais un homme soucieux de se ménager, Tariq al-Raj'a, une issue de secours. Sa personne lui importe plus que la sauvegarde du pays. Mehri, en parlant des élections à venir sur lesquelles il fonde beaucoup d'espoir, l'assure que le FLN aura plus de 60% des voix. D'autres lui conseillent d'ordonner au service de provoquer des dissensions entre les chefs de la mouvance jusqu'à faire éclater leur cohésion. D'autres encore essayent de le convaincre que les Algériens qui ont fréquenté l'école française ou voyagé à travers le monde sont majoritairement rétifs à la régression, et il ajoute que le vote allait réduire le fils à sa plus simple expression. Nous, militaires, nous ne sommes pas du tout du même avis. Notre réflexion sur les causes de la crise, sur son déroulement, sur ses conséquences et sur la nature de l'intégrisme nous conduisent à conseiller au président de faire preuve de lucidité et surtout de détermination politique. Le pouvoir politique, par excès de scrupules démocratiques, a agréé l'existence de formations politiques se réclamant d'un programme religieux, pariant sur leur fidélité à respecter le jeu de la démocratie et les institutions de l'État. Si l'armée nationale populaire, à l'instar de certaines autorités publiques et institutions nationales, a rigoureusement respecté les exigences du jeu démocratique, il n'en est pas de même pour certaines formations politiques, notamment celles à caractère religieux. Spéculant sur les scrupules démocratiques du pouvoir, le Front islamique du salut s'est assuré un grand succès aux élections municipales et de wilaya par une campagne marquée par des atteintes aux personnes, des exactions et des irrégularités, entravant ainsi un climat d'insécurité propice à son action de mobilisation. Ce succès spectaculaire du fils aux élections du 12 juin 1990 est dû certes à ses capacités d'organisation et de mobilisation, mais aussi à l'attitude erronée, voire passive, des autres partis en lice, y compris celles chargées de veiller à la régularité des opérations de préparation et de déroulement du scrutin. Cette victoire a eu pour effet de le conforter dans l'idée que le pouvoir était à portée de main et que, pour y accéder, il lui suffit de combiner à plus grande échelle et avec plus de vigueur des actions à caractère légal et régulier avec d'autres de type subversif allant de l'obstruction à l'action des autorités publiques, à l'entretien d'un climat d'insécurité et d'intimidation. Le dénigrement systématique des institutions de l'État, les appels à la désobéissance, l'obstruction à l'action du pouvoir central et la contestation des lois, la subordination des APC et des APUI, fils aux directives des Majlis al-Shura, la mainmise presque totale sur les mosquées du pays où il prêche qu'il est le seul et unique salut pour les problèmes des Algériens. L'objectif déclaré consiste à déboucher au plus tôt sur des élections législatives quasiment gagnées d'avance, par un dosage savant de peur et d'espoir basé sur un sentiment de désarroi de la population soumise à des comportements empruntant à l'irrationnel
Les symboles de la Révolution, les institutions et lois de l'État seront voués à une négation pure et simple dès lors qu'ils leur apparaissent comme contraires à la charia. En fait, la question qui se pose est de savoir si l'avènement d'un régime théocratique totalitaire est légitimement et historiquement admissible pour l'Algérie, s'il est inéluctable dans les circonstances actuelles, si les conséquences sur le pays telles que présumées ci-dessus, suite à l'instauration d'un régime théocratique totalitaire, sont vraisemblables, et elles le sont pour de nombreux milieux, l'avènement d'un tel régime est manifestement inadmissible car historiquement contraire à l'idéal de novembre, juridiquement anticonstitutionnel et moralement antinational. Quant à la seconde question, l'avènement d'un tel régime n'est pas une fatalité inéluctable si les mesures nécessaires pour le pallier sont fixées et mises en œuvre sans délai et avec détermination selon une stratégie nouvelle clairement définie. Benjdid face à lui-même. Le 2 juin, en me rendant à la présidence de la République, j'ai en mémoire chaque mot du document adressé à Benjdid et auquel ce dernier ne donne pas suite. Je n'ai nullement l'intention d'afficher la posture de « on vous l'avait bien dit », je veux rassurer le chef de l'État sur le légalisme de l'armée et lui expliquer que les déplacements d'unités répondent à la situation d'extrême tension instaurée par l'action du fils. Comment l'institution présidentielle peut-elle être le rempart du pays si l'armée n'est pas mobilisée et prête à agir au cas où? Le cahier des charges de l'armée, valable d'ailleurs pour toutes les armées du monde, souligne le rôle stabilisateur de cette dernière quand l'environnement politique et social est perturbé. Lui dire « Quelles sont vos priorités, Monsieur le Président? Quels sont vos objectifs ?» Lui dire « Les paramètres en fonction desquels vous définissez vos buts ne nous regardent pas, ils sont de votre responsabilité. Mais vos priorités nous concernent car elles ne peuvent aboutir que si nous sommes préparés, mobilisés et immédiatement disponibles pour agir selon vos ordres. Voilà la raison des mouvements de troupes. Il n'y en a pas d'autre. C'est dans ces dispositions d'esprit que je me rends à la présidence. Je veux également informer le président des derniers et inquiétants développements de la situation sécuritaire. Les exactions se multiplient un peu partout à travers le pays. Est-ce qu'il est conscient de l'impact que cela a sur le moral de la population? Qu'importe si ce qu'il va entendre le déstabilise encore plus, il est émotif, ne cesse de répéter « ceux qui le pratiquent au quotidien, je le sais mieux que quiconque ». Depuis quelques jours, il se projette en boucle les images de l'exécution sommaire de Ceausescu et de son épouse, la façon avec laquelle le couple présidentiel roumain est supplicité le fait transpirer d'angoisse. Il passe sans stress sur l'Arbi Belkhir pour les motifs les plus futiles. Belkhir fait le dos rond et tente d'oublier l'ambiance pénible qui règne à la présidence en travaillant comme un forçat. Le président ne reçoit presque plus personne, il fait les 100 pas dans son bureau ou bien regarde pendant des heures les films pris en live dans les rues. Le chaos qui règne dans le pays le rend irascible. Ses collaborateurs les plus proches craignent son intrusion dans leur bureau. Le sachant attentif aux détails, les papiers ne traînent pas, les dossiers sont rangés, les poubelles sont à leur place et quand il surgit à l'improviste, le maintien des fonctionnaires est droit, le regard impersonnel et la respiration retenue. Il repart en bougonnant des phrases estropiées. Un haut fonctionnaire de la présidence auprès duquel je m'attarde un moment me murmure « Si Khaled, je vous en conjure, essayez de le convaincre pour son bien et pour le bien du pays. Il faut qu'il parle. » Sur la table du haut fonctionnaire, des piles de dossiers attendent depuis des mois le bon vouloir de Benjdid. Ce n'est pas seulement les rues qui sont bloquées, mais l'institution présidentielle également. J'ai mon idée sur la façon de faire pour déclencher une réaction d'autorité chez lui. Pendant l'état de siège imposé par les événements d'octobre 88, je le pousse d'une certaine façon à s'adresser à la population. La capitale est dans le désordre, les incendies éclatent partout. J'appelle l'Arbi Belkhir. Dis au président que nous sommes débordés. Les paras sont à Belcourt et à Hussein Dey. Ils sont bombardés à travers les fenêtres des immeubles par des objets divers.
Nous allons vers un bain de sang. Le lendemain, Benjedid s'adresse à la population. Son discours et l'émotion qui se lit sur son visage ramènent le calme. À 2 années et demie de là, on se retrouve au même point. Benjedid, le jour même, soit le 3 juin, est au ministère de la Défense. La quasi-totalité des responsables de l'armée est présente. Chacun s'attend à des explications ou à défaut à des éclairages sur sa démarche. Les visages sont tendus, la tension est extrême. À travers les fenêtres ouvertes, terrible rappel pour tout le monde, parviennent les sons et les odeurs caractéristiques de l'émeute. Hurlements, répercutés jusqu'au haut des tagarins, fracas tour à tour sporadiques ou soutenus des tirs de sommation, odeurs suffocantes des gaz lacrymogènes. Charitable, le responsable de la sécurité du ministère se lève et ferme le volet. Le geste ajoute au trouble de Benjedid.